Bonjour et bienvenue à cette édition de la Tribune TVHR. Avec mon premier invité, là, on va parler vraiment de quelque chose qui vient me chercher parce que c'est probablement mon artiste préféré et un de mes groupes préférés. Il a fait un tabac en Europe avec un spectacle hommage symphonique à Genesis. Vous le connaissez, il s'agit de Martin Levac. Monsieur Levac, bonjour. Bonjour à vous. Bon, c'est pas exagéré quand je dis que je suis vraiment un gros fan de Phil Collins et de Genesis. C'est vraiment pas exagéré. Donc, spectacle, concert, symphonique en Europe, ça a été vraiment extraordinaire comme expérience et comme réaction du public. Peut-être nous expliquer un peu d'où est venu ce projet et comment tu en es venu à t'impliquer dans ce projet-là. Bien, en fait, c'est un producteur italien qui est un fan fini, comme vous et moi, de Genesis et de Phil Collins, et qui a décidé de se payer la traite et de mettre tous les moyens en œuvre pour avoir un orchestre de 67 musiciens avec le chef, d'avoir des arrangements adaptés pour Genesis symphonique, une chorale de 33 choristes et un rhythm section, comme on dit dans le langage, drum, bass, git, clavier. C'était Nick DeVirgilio qui était à la batterie et moi, donc on avait 2 drums. Puis il m'a tout simplement appelé pour me demander si ça me tentait de le faire. Parce que lui, c'est un gars qui m'avait déjà vu dans le temps que je faisais de la tournée en Europe dans les années 2000 avec un hommage à Genesis. C'était Musical Box? Exactement, dans ce temps-là. Puis il a vu mon évolution aussi sur les réseaux, sur YouTube. Fait que lui, il s'est dit, ben c'est lui que je veux comme interprète de ce spectacle-là. Fait qu'il... That's it. Ça s'est joué très rapidement et en dedans de 2 mois, il a été capable de remplir 2 salles de 2400 personnes à 90 € le billet. Puis c'était un show extraordinaire. J'ai rencontré des gens formidables, le chef d'orchestre sur la coche, des professionnels, vraiment des ultra-professionnels. Ça niaisait pas. Le mix dans mes écouteurs était parfait. On avait le meilleur soundman en Italie. Non, c'était grandiose. C'était où ce spectacle-là? À Rome. Exactement? À Rome? Donc la grosse salle de concert de Rome, je Exactement. ça? Bon. En fait, ça s'appelle la Nuvola. OK. Puis c'est une énorme salle. Puis c'est comme un peu la Maison symphonique ici à Montréal. C'est fait pour les orchestres. Fait que l'acoustique est hallucinant. Bon. Donc, on te connaît comme chanteur, hommage à Phil Collins. Là, c'était le répertoire de Genesis uniquement. Oui. C'est ça? Donc, il n'y avait pas de Phil Collins solo. C'était uniquement du Genesis, puis du Genesis de la vieille école. La vieille école, c'est ça. On faisait... La Peter Gabriel. Oui, oui, et que Collins a chanté aussi, parce que, bon, Collins a chanté Supper's Ready sur Seconds Out, bon, Carpet Crawlers, I Know What I Like, entre autres chansons qu'on a faites là. Bon, c'est ça. Donc, tu es arrivé dans ce projet-là. Est-ce que c'est le plus gros projet que tu as fait? En nombre de musiciens, oui. Oui, hein? Certainement, oui. Ah oui, c'était big, là. J'avais des frissons, là. Quand les choristes quand les choristes et les violons ont embarqué, là, c'était wow. OK. Bon. Je capotais. Bien, ceux qui connaissent le répertoire de Genesis n'ont pas probablement de doute sur la façon de rendre symphonique la musique de Genesis. Les arrangements sont très bien faits. Oui, c'est ça. Est-ce que toi, tu avais un doute? Quand on t'a approché, tu disais que c'est un projet symphonique. C'est la première fois, probablement, que tu faisais un projet symphonique? Oui. Est-ce que tu avais un doute sur la façon dont on rendrait la musique de Genesis? Ben oui. J'avais une réserve, puis non, c'était pas la première fois que je faisais un projet symphonique. J'ai déjà travaillé avec la Symphonia de la Naudière, avec Stéphane Laforêt. Puis je sais que le mariage n'est pas toujours heureux entre un arrangement symphonique et un band rock. Donc, c'est un peu ça que je redoutais en arrivant là-bas. Puis tous mes doutes se sont évaporés très rapidement parce que j'ai trouvé que les arrangements sont très respectueux de l'œuvre originale et se mariaient très, très, très facilement avec le groupe rock. Bon. Donc, c'était super, super facile. Je lisais dans les reportages, dans les articles qui ont été faits sur ce spectacle-là, qu'il y a eu vraiment un moment de grâce dans le spectacle. C'est au moment de l'interprétation de Carpet Crawlers, où les gens là, ont vraiment chanté. La salle au complet chantait avec nous autres. C'était formidable. Bon. Vraiment. Est-ce qu'il y a d'autres spectacles de prévus de ce spectacle-là en Europe? Parce que la réaction a été très bonne. J'ai une tournée qui m'attend en juin. Bon! Donc, les arènes de Vérone, Sienne, Napoli, on retourne à Rome. En tout cas, il y en a comme 5-6 shows en juin.
prochain. Mais en Europe, tu étais quand même connu parce que les gens te connaissaient un peu comme interprète de Phil Collins. Oui, grâce à Musical Box dans le temps. C'est ça. Puis je suis retourné aussi avec mon projet Dance into the Light. On a fait l'Allemagne, la Suisse, la Belgique. Donc, oui, j'avais une certaine réputation déjà, mais je te dirais que le monde numérique, ça aide beaucoup, hein, parce que les fans de Genesis vont chercher leur dose, si on veut, de musique et de show hommage, surtout avec les réseaux. Puis on a bien travaillé ces dernières années, notre canal YouTube. On a fait des reprises de Genesis, de Lamb Lies Down on Broadway. On a repris plus récemment Home by the Sea, Second Home by the Sea. Là, on est en train de préparer une reprise de Squonk qui va sortir très, très bientôt. Quand je dis « on », là, c'est mes collaborateurs avec qui je travaille depuis 17-18 ans déjà, dans les projets Dance on a Volcano, Dance into the Light, Phil Collins et Genesis Live. Toutes mes reprises de Genesis et Phil Collins. Donc, c'est le fun d'avoir les réseaux puis d'avoir les fans qui nous suivent et d'avoir du monde dans nos salles de spectacle ici aussi. T'sais. Est-ce que tu remarques qu'il y a beaucoup qu'il y avait une clientèle plus jeune? Parce qu'évidemment, Genesis, on monte dans les années 70, ouais. mais il y a beaucoup de spectacles hommages à des groupes des années 70, 80. Moi, j'en ai assisté à quelques-uns. Les salles sont pleines. Est-ce que tu as remarqué une espèce de renouvellement de clientèle avec ces spectacles-là? Tout à fait. On dirait qu'il y a un transfert générationnel qui est en train de se faire. Puis, comme le producteur le disait en Europe, lui, il considère que cette œuvre-là, c'est aussi important que les compositeurs classiques comme Mozart, Beethoven. Tout à fait, tout à fait. Donc, ce sont nos classiques de demain. Donc, pourquoi pas les adapter symphoniques, premièrement, et pourquoi pas, justement, s'assurer de la continuité de ça, puis d'inclure, justement, les futures générations, puis de les initier à cette musique-là qui est formidable. Donc, oui, on en voit de plus en plus, en fait, des jeunes qui viennent voir nos spectacles. Il y a même des jeunes qui ont décidé de faire un film sur mes spectacles, un petit documentaire qui va sortir bientôt aussi. Donc, c'est formidable de voir justement à quel point cette œuvre-là, qui se passe de mots, je veux dire, tellement c'est formidable, cette œuvre-là touche pas juste une génération, mais plusieurs générations. Oui, parce qu'évidemment, il y a au-delà de la musique aussi, surtout l'ère Gabriel, où c'était très théâtral, très... c'était presque une pièce de théâtre lorsqu'on allait voir un spectacle de Genesis. Donc, il y a ça qui s'ajoute aussi. C'est sûr que c'est dur à reproduire en symphonique, là, cet aspect-là théâtral, mais on peut comprendre aussi que des jeunes peuvent être intéressés à ce côté-là aussi de Genesis. Là, Tout à fait, mais l'œuvre, ne serait-ce que sur disque, est complètement formidable. Donc, d'avoir la chance pour moi là, de reproduire ça live déjà, en petite et en grande formation, je suis déjà très, très reconnaissant. Si je peux me permettre pour les gens qui connaissent peut-être moins l'œuvre de Genesis, après la dernière tournée, ils ont sorti un album quadruple, The Last Dominoes, qui regroupe tous les succès de Genesis de la première époque jusqu'au dernier album. Ouais. Et c'est absolument magnifique. C'est un incontournable. Donc, ceux qui veulent vraiment découvrir l'œuvre de Genesis, c'est un album à avoir à la maison. Là, on va parler plus de Martin Levac. Je sais que tu en as parlé déjà, mais comme c'est notre première rencontre, je veux quand même en connaître un peu plus. Comment c'est venu cet amour-là pour Genesis et Phil Collins et de personnifier Phil Collins en spectacle? Déjà, j'ai commencé à écrire mes mémoires, en fait, justement, pour essayer de me souvenir puis de faire une vraie chronologie de tous ces événements-là. C'est d'ailleurs ce que j'écris dans le livre Musicographie d'un imposteur. Que j'ai ici avec moi, c'est ça. Donc, si vous voulez en savoir un peu plus... Là, ce livre-là, ça a été une écriture qui a duré presque 10 ans, où est-ce que je relate justement dans les détails à partir de ma petite enfance, tout mon parcours musical et justement l'étincelle qui est arrivée, je te dirais, autour de l'âge de 11-12 ans, lorsque j'ai entendu pour la première fois la chanson You Can't Hurry Love, reprise par Phil Collins en 1983. Puis je suis tombé en amour avec cette voix-là, puis ce beat de drum-là. Et puis par la suite, bien évidemment, tout le reste de l'œuvre a suivi. Puis il faut dire que Phil Collins et Genesis, dans les années 80, tu changeais de poste de radio, il était partout. À Chaume, tu entendais Supper's Ready. Oui. Puis à Cité Rock Détente, tu entendais One More Night. Puis sa voix était partout, il était partout. En fait, c'est un des seuls artistes qui
parallèlement, avait une carrière solo extraordinaire et un succès aussi avec le groupe Exactement. qui était extraordinaire. Dans les années 80, là, Phil Collins, là, c'était... C'est un parcours unique. Oui. Fait que moi, j'ai été très influencé, évidemment, par cet artiste-là, à l'adolescence surtout, un peu comme les petites filles qui se prenaient pour Céline Dion dans leur miroir. Mais moi, je me prenais pour Phil Collins dans mon miroir. Puis jusqu'à calquer presque intégralement son jeu à la batterie, son esthétique vocale aussi, même sa gestuelle en spectacle, bon, tout ça. Donc, moi, j'ai commencé de bonne heure à faire des groupes hommages à Phil Collins et à Genesis à l'âge de 15-16 ans. Puis ensuite, je m'en suis détaché pendant plusieurs années parce que, pour moi, je ne suis pas un amateur de groupes hommages. Oui, c'est ça. Je ne vais pas avoir des groupes hommages, je suis toujours déçu. Tu ne voulais pas être attaché à ça, c'est ça? Non, exactement. Puis je ne voulais pas non plus... pour moi, ça n'avait pas la même valeur de faire un show hommage. Pour bien des gens aussi, c'est ça. Puis ça a été ça longtemps. Oui, mais il y a des craintes, hein, te dire, quand tu aimes un groupe, puis ça va-tu, je vais utiliser ça, sonner pareil? Oui, ça va-tu rendre justice? Oui, c'est ça. Fait que dans le fond, le fait que je sois exigeant avec les groupes hommages, puis que j'ai repoussé le moment d'en faire partie le plus loin possible, en fait. J'avais 30 ans quand j'ai commencé à gagner ma vie avec les hommages. Jusqu'à 30 ans, je faisais mes chansons. J'étais batteur dans des bandes, des projets originaux, des groupes de musique X, Y, Z, du top 40, toutes sortes d'affaires. J'ai joué du jazz, j'ai joué toutes sortes d'affaires. Jusqu'à ce que je me dise, bon, ben OK, je suis un fan de Genesis de Phil Collins. Les gens apprécient quand je le fais. Je vais arrêter de bouder ça. Je vais leur offrir, mais par contre, je vais mettre la barre là. Parce que, justement, je ne veux pas être le groupe hommage qui déçoit. En fait, tu voulais que ça ressemble le plus possible à du Phil Collins. Comme Phil Collins a fait avec son album Hommage à Motown. Exactement la même chose. Il avait même été chercher des musiciens du band original pour sonner comme les chansons originales, qui est un très bel album aussi de Phil Collins. Bien, c'est exactement la même recette que moi, j'ai commencé à faire à l'âge de 30 ans. Puis là, tu vois, j'ai 54 ans. Ça fait 24 ans que je fais ça à temps plein, du Genesis et du Phil Collins. On en parlait avant l'entrevue. Ce qui est dommage dans le spectacle que tu as fait symphonique en Europe, c'est qu'ici, malheureusement, on ne pourrait pas refaire ça avec l'ampleur du spectacle que c'était en Europe. Ça prend un producteur qui est bien motivé ou ça prend un chef d'orchestre qui est bien motivé puis qui est aussi fan que nous, parce que ça se pourrait aussi. Donc, on envoie ça dans l'univers. On ne sait jamais. Peut-être avec l'orchestre à Québec ou en tout cas, on verra. Oui, c'est ça. Mais c'est une bonne chose. Bon, revenons à Phil Collins. Est-ce qu'il y a des spectacles hommage à Phil Collins qui s'en viennent? Quels sont tes prochains projets? Là? En ce moment, je roule 3 projets en même temps. Le Musicographie d'un imposteur, ce n'est pas qu'un livre, c'est un spectacle que je fais chez nous, dans mon studio, le studio Bapaume à La Colle. C'est une petite salle de 40 places. Et puis, j'en avais 2 en fin de semaine. C'est tout le temps plein parce que ça se vend vite, 40 chaises. Et c'est un show, comme disent les Chinois, storyteller. OK? Donc, je raconte justement mon parcours à travers la musique de Phil Collins et Genesis. Je suis seul sur scène, piano, batterie, j'ai des trames qui m'accompagnent, j'ai tout l'éclairage. La conception est faite pour le studio. C'est un show qui ne sort pas sur la route, c'est uniquement chez nous. Donc ça, c'est une chose. Là, on a un trio qui s'appelle Collins-Gabriel avec Jean-François Duchesne et Claude Pinault qui chantent comme Peter Gabriel. On a ce show-là qui va rouler encore jusqu'en juillet. Et on a le show à 8 musiciens qui s'appelle Phil Collins et Genesis Live et dans lequel on fait tous les gros hits. Tu me parlais tantôt de In the Air Tonight avant d'entrer en ondes. Bien évidemment, je la fais à la batterie. Toute la mise en scène est très respectueuse des shows originaux de Phil Collins et de Genesis. Puis 8 musiciens avec une section de cuivre, 2 gros drums, tout le kit. Et ça, on fait ça. Tu vois, on va être à Brossard au 10-30 le 16 octobre cette année. Puis on reconduit ça jusqu'à la fin 2026. Et en 2027, 2 nouveaux spectacles. Bon. J'en parle pas tout de suite, on reviendra. OK, parfait. Mais j'aimerais revenir sur ton spectacle que tu donnes au studio à La Colle. Ça démontre à quel point tu es un artiste qui carbure au projet et pas nécessairement des gros projets. Parce que là, tu viens de participer à un gros concert en Europe et tu donnes des spectacles intimistes dans ton studio. Donc, pour toi, c'est important de garder ces 2 genres de spectacles-là dans ton répertoire? Bien, c'est vital. Parce que quand on a touché à des gros spectacles après ça... Bien, il n'y a pas de différence, en fait. Puis je vous dirais que je suis bien plus nerveux devant 40 personnes chez nous
accompagné de 130 musiciens avec une salle de 2500 places. C'est pas le même boss du tout. C'est pas la même chose du tout, mais l'interprétation, quand je suis seul en scène puis que c'est un contexte intime, le plaisir est dans l'exagération, comme on dit. Donc, toutes les émotions sont exagérées, dans le sens que les nuances, quand je joue tout petit, c'est tout petit, tout petit. I can feel it coming in the air. Les petits bouts. Puis quand ça fesse, parce que là, je rentre dans le piano, j'ai un kit avec un bass drum snare au pied, puis tout le kit. C'est autre chose complètement que d'avoir un gros orchestre. C'est pas moins le fun. C'est pas moins stimulant. Au contraire, quand toute la créativité dépend de toi, puis que tu es seul en scène, c'est sérieux, là. Dernière question. Est-ce qu'il y a une pièce en particulier du répertoire de Genesis ou de Phil Collins que tu aimes particulièrement faire en spectacle? Ah, mon Dieu, je les aime toutes. Je les aime toutes, puis je me suis jamais tanné. Ça répond peut-être à la question, c'est que tu sais, j'ai souvent entendu dire Michel Pagliaro qu'il était plus capable de faire J'entends frapper. Oui, ou Michel Rivard qui ne fait pas Ginette, puis etc. Mais honnêtement, là, l'œuvre au complet de Genesis et de Phil Collins, je me suis jamais tanné. Puis je pense que je me tannerai jamais. Je suis tout d'abord et avant tout un fan et je mets toujours mon 100%. Je mets toute mon âme, tout mon cœur dans ce que je fais tout le temps. Puis je pense que le public le ressent. Puis c'est le feedback qu'on a aussi. Fait que c'est win-win. Parfait. Martin Levac, merci beaucoup. Bon succès pour tes spectacles. Et si les gens ont l'occasion d'aller te voir en spectacle, bien faites-le, ça vaut vraiment la peine. Merci beaucoup. Merci à vous. On fait une pause et on revient tout de suite après. Vous êtes un adepte du bingo? Télébingo vous permet de jouer dans le confort de votre foyer. 4 500 $ en prix à gagner. Et pour ce faire, vous devez vous procurer un livret comme celui-ci au coût de 9,50 $ chez un de nos détaillants, dont la liste apparaît sur notre site internet tvhr9.com. Donc, c'est un rendez-vous dimanche matin 9h30. Télébingo. On reçoit beaucoup de signalements de voleurs de temps ces jours-ci. Je partais faire mon jogging, quand soudain, un troll d'Internet m'a volé tout mon après-midi. On a dressé une liste de voleurs de temps les plus dangereux. C'est à nous de les arrêter. Il y a un projet fort intéressant à Saint-Jean-sur-Richelieu, mis en place par Justice alternative d'Haut-Richelieu. C'est le projet AXE sur la prévention au décrochage scolaire. Et je reçois deux intervenantes du projet, Kim Forget-Desbiens et Véronique Beaulac. Mesdames, bonjour. Bonjour. Mais peut-être de nous mettre en contexte, peut-être de nous parler un peu de ce que c'est le projet AXE. En fait, le projet AXE, c'est un projet d'alternative à la suspension et de répit. Donc, en fait, on accueille des élèves du secondaire, de la première à la troisième secondaire, qui sont soit en suspension externe de l'école ou qui sont dans un peu, là, ce qu'on peut dire, un cercle vicieux là, avec des défis au niveau des comportements en classe, donc beaucoup de sorties de classe, impolitesse ou même violence avec soit des pairs ou des enseignants. Donc, ils viennent passer un séjour à l'AXE, en fait. On veut un peu briser le cycle, en fait, dans lequel ils sont coincés, je vais dire ainsi. Donc, ils viennent passer un séjour de 3 à 10 jours avec nous. Fait qu'ils font une pause scolaire pour, dans le fond, faire une pause, je vais dire, un séjour constructif, en fait, là, dans le fond, pour réfléchir un peu à leur comportement, etc., puis au choix. Est-ce que je me trompe si je dis qu'avant, ces enfants-là étaient expulsés de la classe ou de l'école et que maintenant, ça évite ce genre de choses en passant par Justice alternative, justement, c'est ça? Bien, un peu. En fait, souvent, c'est des jeunes qui sont soit exclus à répétition, qui sont mis en suspension externe ou qui sont mis en interne aussi, en suspension interne. Donc, pour éviter qu'ils se ramassent dans cette boucle-là ou qu'ils soient référés à la maison et qu'il ne se passe absolument pas grand-chose à la maison, bien, au moins, ils rentabilisent un peu leur temps de manière constructive. Oui. Comment c'est venu, donc, ce projet-là? C'est-tu à la demande des écoles? Est-ce que c'est l'organisme qui a pris en charge un tel projet? Comment ça a été mis en place? En fait, c'est, Sonia, la directrice, en fait, qui a obtenu du financement de Pôle Réussite Montérégie pour monter le projet. Donc, par la suite, j'ai été engagée pour monter le projet. Puis, en fait, on est allé s'inspirer de d'autres initiatives à travers le Québec, donc Alternative Appalaches,
Benado et le YMCA qui ont ce même genre de projet-là. Puis, dans le fond, on est allé les visiter. Puis, on a travaillé en collaboration avec la polyvalente Marcel Landry, puis des intervenants, puis la direction, pour essayer de monter un projet, en fait, qui répondait vraiment aux besoins à Saint-Jean-sur-Richelieu, aux écoles secondaires d'ici. Fait qu'on voulait vraiment répondre à un besoin qu'il y avait. Et je tiens à mentionner que c'est vraiment un projet, en fait, qui est en complémentarité avec l'école. C'est-à-dire qu'on travaille en étroite collaboration avec les directions d'école et les intervenants. Donc, c'est pas juste l'élève sort de l'école pendant 3 à 10 jours et après ça, il retourne à l'école. C'est vraiment, on est en constante communication avec les intervenants de l'école. Donc, l'élève comprend que, oui, il est à l'extérieur de l'école, mais il est quand même considéré comme scolarisé. Il va faire des travaux scolaires, il va suivre des ateliers. Puis, il y a une rencontre d'intégration au début et à la fin. Donc, on encadre le jeune du début jusqu'à la fin et à son intégration à l'école aussi. Bon, qu'est-ce qui est fait concrètement? Donc, lorsqu'un élève est référé, par exemple, à votre organisme, qu'est-ce que concrètement, quel travail vous faites auprès de l'élève pour justement que cet élève-là puisse, après ça, réintégrer l'école et poursuivre son cheminement? Bien, premièrement, en fait, beaucoup de discussions dans l'informel, mais aussi par le biais d'activités, d'ateliers sur des sujets comme l'estime de soi, la communication, la gestion des conflits. Ça peut être les émotions désagréables, la gestion de colère. Donc, on y va vraiment selon les défis du jeune, je vais dire. Puis, on travaille beaucoup aussi à la reconnaissance de leur propre comportement, donc un peu la responsabilisation là, de sa situation. Puis de l'outiller à travers ça, de qu'est-ce qu'il va faire quand il va retourner à l'école, quand il va être dans des situations similaires, qu'est-ce qu'il va pouvoir mettre en place pour éviter de se retrouver dans le cercle vicieux dans lequel il était, là, parce que souvent, c'est ça. Là. C'est ça. Donc, on va essayer de comprendre pourquoi l'élève réagit comme ça et après ça, tenter de régler le problème, dans le fond. C'est un peu ça. Hein? Exactement. Puis en les sortant, en fait, du contexte scolaire, ça les aide un peu à faire descendre la pression, autant pour eux, donc ils peuvent en guillemets, le ventiler sur ce qu'ils vivent à l'école. Puis, en même temps, bien, ça peut donner un répit aussi aux enseignants, à la classe. Souvent, il y a de la turbulence autour de ces élèves-là. Donc, ça permet de faire retomber la poussière un peu partout. On reprend une bonne respiration, puis après ça, on repart, puis on essaie de mettre en place ce qu'on a appris ou qu'on a vu ensemble. Ouais. Vous avez fait l'objet d'un reportage récemment là, à Radio-Canada, l'émission Tout Terrain, et j'entendais des commentaires des élèves qui... et ce que j'ai trouvé, je vais utiliser le mot le fun, mais ce qui était plaisant d'entendre, c'est qu'ils ont l'air très réceptifs à la manière dont vous apportez et que vous tentez de régler le problème. Je pense que les élèves, pour la plupart en tout cas, comprennent leur situation et acceptent de se faire aider dans la majorité des cas. Hein. Bien, en fait, j'ai envie de dire qu'on a quand même une vraiment belle collaboration de la part des élèves. Ils sont ouverts, justement parce qu'on est un terrain neutre à l'extérieur de l'école. Je vais dire aussi parce qu'on est le fun, on est facile d'approche. En fait, ils vous voient moins comme des gens d'autorité. Exactement. C'est ça qu'on veut. Exactement. Qu'on veut pas, en fait, ça. qu'ils sentent quand ils arrivent chez nous. Parce que c'est souvent le cas d'un élève qui voit un professeur ou quelqu'un comme autoritaire et ils sont réfractaires à ça, alors que c'est pas l'approche que vous avez là, avec ces élèves-là. Pas du tout. Puis justement, le fait, comme je disais, qu'on est dans un terrain neutre, à l'extérieur de l'école, le fonctionnement est différent, beaucoup moins de monde. On n'a pas de pouvoir de le mettre en suspension externe ou quoi que ce soit. Donc, on mise vraiment plus sur la collaboration, la discussion. Puis honnêtement, la majorité sont quand même très, très ouverts et contents d'être là, je veux dire. Oui. Mais c'est quoi justement l'approche? Donc, quelqu'un, par exemple, qui a un mauvais comportement en classe, se fait expulser. En fait, avant, c'était l'expulsion. Bon, mais on va utiliser ça, se fait expulser. Et là, on vous l'amène pour travailler. Mais c'est quoi l'approche qui est différente, par exemple, que s'il était en classe? Comment, peut-être vous expliquer un peu le processus qui amène au cheminement de l'élève? Bien, en fait, c'est complètement autre chose parce qu'on le sort premièrement de l'école, donc c'est un terrain neutre et il vient passer de 3 à 10 jours chez nous, donc de 9 h le matin jusqu'à 3h30, donc il est avec nous toute la journée. Donc nous, notre défi à Kim et moi, c'est d'essayer de créer un lien de confiance le plus rapidement possible, justement, et de leur faire comprendre qu'ils sont en sécurité et que il n'y a pas de jugement ici.
Donc, on passe beaucoup par le jeu, par des activités ludiques, des discussions ouvertes. Puis, en fait, nos ateliers sont des prétextes pour faire parler, parce que le but, en fait, c'est d'essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y a en arrière de ce comportement-là. Exactement. Puis qu'est-ce qu'il y a en arrière de ce comportement-là, puis comment on peut l'aider à s'améliorer. Un humain ne se transforme pas en 3 jours, là, on s'entend que... Mais il prend conscience un peu des impacts et tout ça, puis il va retourner à l'école, essayer des nouvelles choses. Puis des fois, bien, il peut revenir une seconde fois. Donc, fait qu'on essaie d'avoir une ambiance... De sécuritaire, compréhension, jugement. On n'est pas ici pour te dire quoi faire. On est ici pour essayer de trouver avec toi qu'est-ce que toi, tu pourrais faire pour améliorer, dans le fond, ta situation. Puis en fait, c'est ce que j'ai envie de dire, c'est qu'on est beaucoup dans, tu sais, toi, qu'est-ce que tu veux versus lui imposer la façon de l'adulte, de comment lui, il devrait être, là, tu sais. Fait que ça, je pense que c'est quand même gagnant dans l'approche pour les jeunes. Puis justement, les mettre en confiance, en sécurité. Des fois, ça prend un petit peu plus de temps, c'est sûr, mais avec le temps, souvent, ça va. C'est bien. Ouais. Est-ce que le taux de réussite est bon? Est-ce que vous dites qu'il y a des élèves qui peuvent revenir, mais est-ce que le taux de réussite est assez bon? Bien, oui, puis en fait, les jeunes qui reviennent pour un second séjour, on ne le voit pas de manière négative parce qu'en fait, ils ont travaillé certaines choses quand ils sont. Puis ils ont travaillé certaines choses, ils ont vécu des choses à l'école, fait que revenir nous en parler, c'est positif quand même parce qu'on peut faire un cheminement un peu plus en profondeur avec eux après. De consolider qu'est-ce qu'ils ont appris, puis de voir, tu sais, au retour, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, puis dans quelle optique qu'on pourrait mettre des outils, leur donner des outils pour refaciliter le retour, parce que le but, c'est ça, c'est qu'ils retournent à l'école, puis qu'ils... Parce qu'à la base, c'est 3 à 10 jours, mais il y en a que ça peut prendre plus que 10 jours pour... oui, ils vont revenir 1 ou 2 fois. C'est ça. Puis, pour sortir une statistique, en fait, nos élèves de l'année dernière, il y en a 82 qui sont restés à l'école. Bon. Donc, qui ont continué à poursuivre leurs études. Il y en a qui ont changé de programme, il y en a qui ont redoublé, il y en a qui ont passé d'autres niveaux. Fait que c'est un beau taux de succès, là, parce que dans le fond, c'est ça l'objectif, c'est qu'ils fassent le choix de rester à l'école puis de savoir pourquoi ils restent à l'école, puis c'est quoi le but qu'ils ont à atteindre. Bien, on va souhaiter longue vie à ce projet-là parce que c'est fort intéressant et puis je pense que c'est très utile, c'est nécessaire d'avoir un tel projet pour aider justement les jeunes à rester à l'école et ne pas décrocher parce que c'est quand même important. Puis les chiffres sont quand même importants dans le décrochage scolaire, donc si on peut aider à freiner ça un peu. Bien... Puis je voulais juste mentionner aussi Desjardins. Je voulais les remercier aussi parce qu'il y a Pôle Réussite Montérégie, mais il y a Desjardins aussi qui nous a aidés. Donc, grâce à ces donateurs-là, on peut poursuivre la mission. Voilà. Bien, merci beaucoup. Voilà, ça complète cette édition. Merci beaucoup d'avoir été là. À la prochaine. Au revoir.